Ici, ça, c'est un peu long, ce que je vais vous montrer, mais je passe un peu vite et éventuellement, on va revenir sur le sujet. Alors, parce que nous avons essayé dans une seule slide de mettre un peu tous les points sur lesquels il faut s'engager. Je vais activer toutes mes animations. Donc, pour mettre en place ces activités, il faut définir les mandats institutionnels, développer les questions qu'on veut aborder, mettre en place un système pour recueillir les contributions scientifiques parce que ça prend du temps et il faut être sûr qu'on arrive à faire un bon monitoring des activités et allouer des ressources qui soient alignées avec les objectifs qu'on s'est donnés. Dans les activités, il y a clairement, je dis, d'organiser des interactions régulières entre les communautés des décideurs publics et scientifiques. Il faut fournir des résultats réguliers ou ponctuels selon les cas. Garantir la qualité, l'intégrité et la transparence sur lesquelles je viens de parler. Il faut faire un suivi aussi des activités pour comprendre si les activités des chercheurs vers les décideurs politiques ont eu un bon, c'était en ligne avec les attentes. Il faut savoir faire monitorer les tendances scientifiques parce qu'il y a certaines recherches qui peuvent être d'intérêt pour les décideurs publics, mais peut-être qu'il y a aussi des recherches qu'il faut continuer à faire, même s'ils ne rentrent pas dans les débats politiques du moment. Donc, ce monitoring, c'est important. Euh, il faut diffuser publiquement les activités pour développer un profil institutionnel crédible, transparent et fiable. Donc, la réputation, c'est très important. Et après, il y a des activités aussi un peu plus à long terme, créer un référentiel d'activités d'experts, des infrastructures pour les données, le fait de pouvoir avoir accès aux données, euh, c'est important encore pour la transparence. Développer des formations, on ne s'improvise pas à faire à s'engager dans les interactions entre sciences et politique publique. Les réseautages. Et l'un des défis un peu plus complexes, c'est comment évaluer ces activités pour être sûr qu'ils soient actifs, soient dans la bonne direction. Voilà, alors je pourrais parler pour des heures sur chacun de ces points, mais je vais vous donner plutôt une perspective que j'espère un peu complète de la complexité de quoi on part et on a abordé. Voilà. Alors, la troisième partie de mon exposition, ce sont des conseils un peu plus pratiques qu'on avait pensé pour des chercheurs jeunes qui s'engagent dans ce genre d'activité. Alors, j'ai une question pour si vous pouvez me répondre, ceux qui sont en ligne. Si vous avez déjà eu des expériences dans les conseils aux décideurs politiques. Je ne sais pas si quelqu'un a eu quelques expériences qui veut partager. Non? Personnellement, moi, j'ai pas d'expérience. OK, Ben, merci. Moi non plus, je n'ai pas d'expérience dans ce domaine. OK, d'accord. Alors, donc, j'assume que vous n'avez pas encore des expériences dans ce domaine. Nous avons préparé ces rapports. Vous voyez, vous aurez les liens via Agnès. Et nous avons demandé à certains experts qui sont actifs dans ce domaine de partager des leçons. Donc, il s'agit des leaders d'organisations scientifiques ou des académiques, donc de points de vue différents. Vous voyez la liste sur vos écrans. Et il y a toute une série de vidéos assez brefs, de 3-5 minutes maximum, que vous pouvez regarder sur YouTube euh, librement ou avoir un accès au rapport qui recueille tous les leçons. Alors, moi, je fais mon effort de les mettre, tous les leçons ici dans une seule image. Et je vais un peu à passer pour donner quelques avis que nous avons appris
sur ces sujets pour les chercheurs qui veulent s'engager. Alors, la première, c'est que les chercheurs doivent apprendre à comprendre les points de vue et le langage des décideurs politiques. Alors, ça, c'est le fait qu'en effet, un décideur politique fait un boulot tout à fait différent des chercheurs. C'est un point de vue différent. C'est différent sur la routine quotidienne, sur le background, sur les expériences. Alors, je peux aussi partager, par exemple, une expérience que j'ai eue quand dans l'une de mes positions précédentes, j'étais à la Commission européenne. Moi, je suis, à la base, j'ai un doctorat en économie, mais il y avait des présentations en économie. Donc, moi, j'arrivais à les suivre, mais beaucoup des autres collègues dans la Commission européenne ont des formations légales ou en sciences politiques, ce qui est tout à fait raisonnable dans une administration avoir ce type d'expertise. Et pour eux, si on est trop technique dans l'économie, dans les méthodes quantitatives de l'économie, bon, ça devient un peu difficile de se faire attendre. C'est deuxième leçon. Un bon conseiller est également un expert scientifique reconnu par ses pairs. Pour être un bon conseiller, il faut faire de bonnes recherches, donc être bien reconnu là-dessus. Donc, il faut être capable de gérer et de comprendre les différences, savoir écrire les publications scientifiques, les conférences scientifiques et toutes ces activités-là, c'est important. C'est important après aussi de s'engager pour le décideur politique. Il y a aussi des chercheurs qui ne s'engagent pas, qui font conçoivent leur rôle d'une façon différente. Troisième leçon, le chercheur devrait fournir des conseils pertinents plutôt que prescriptifs. Alors ici, je demande votre aide pour la traduction, pour la bonne traduction en français, parce que conseil pertinent, prescriptif, peut-être qu'Agnès peut m'aider là-dessous, mais il faut être pertinent, ça doit être une chose qui s'arrange avec les débats du moment. Prescriptive, les gens qui vont chez un gouvernement dire vous devez faire ça, il faut absolument faire, je ne sais pas, bâtir ces ponts sur cette autoroute. Il faut donner des arguments qui soient scientifiques. Quatrième, il y a des différences entre la communication scientifique et il faut savoir comprendre les publics auxquels on s'adresse. J'ai déjà fait les exemples de journalistes, de décideurs, de fonctionnaires, etc. Cinquième, il faut être conscient que la science n'est pas la seule source d'information pour les décideurs politiques. Je peux le dire, ici à Bruxelles, on reçoit des contributions par plusieurs organisations, pas seulement les chercheurs. Il y a aussi des autres activités qui sont relevantes. Donc, on essaie d'écouter un peu tout le monde et de juger les différents rapports. Les académiques ne sont pas les seuls qui sont importants. Il faut reconnaître qu'il y a aussi des autres connaissances, des autres savoirs qui sont importants. Sixième, les chercheurs doivent être prêts à discuter avec des experts contradictoires. Si vous avez été à des conférences scientifiques, je suis sûr que vous avez des collègues avec lesquels vous ne partagez pas les mêmes idées, ne partagez pas les mêmes conclusions de recherche que vous avez faites. Il faut être prêt à discuter ça, à discuter avec des non-experts, avec des gens qui ont des expertises différentes. C'est pas toujours simple. On arrive à des contradictoires, peut-être qu'on arrive à trouver une bonne solution, ou peut-être qu'on reste dans les contradictoires. Et ça, il faut être prêt. Leçon numéro 7, les chercheurs doivent dialoguer avec les décideurs politiques en étant conscients qu'ils pourraient être instrumentalisés. Alors, c'est possible que vos contributions soient plutôt mal entendues ou utilisées, et ça fait partie du jeu politique. C'est pas bien, je le sais. Peut-être que certains chercheurs qui sont engagés dans le monde politique ont eu de mauvaises expériences,
mais ça fait partie d'où euh, ça arrive, ça arrive. C'est un risque. C'est un risque, mais il faut les prendre. Il faut prendre ces risques. On ne peut pas penser à de rester toujours dans sa propre tour d'ivoire. Numéro 8, les chercheurs doivent réfléchir à l'objectif de ce qu'ils veulent avoir avec leur conseil et s'engager là-dessus. Il faut savoir pourquoi vous engagez avec les décideurs politiques. Leçon numéro 9, l'engagement n'est pas seulement pour les chercheurs seniors, ce n'est pas ceux qui ont de carrière depuis plusieurs années, mais aussi les jeunes chercheurs. C'est aussi une activité qui c'est bien, ça donne, et on apprend là-dessous. C'est assez normal que les premières expériences soient, je ne veux pas dire négatives, mais pas très succès. Mais petit à petit, on apprend à interagir avec le monde des décideurs politiques. Numéro 10, les chercheurs doivent s'en tenir à leur domaine d'expertise et s'abstenir de donner des conseils dans d'autres domaines. Alors ça, c'est un autre sujet, par exemple, je peux faire l'exemple de la COVID, la crise de la COVID qui était une crise médicale qui nécessitait des épidémiologistes, mais aussi qui avait des questions économiques, psychologiques, socioculturelles, etc. Alors, d'avoir des épidémiologistes qui faisaient des conclusions sur les implications économiques, ça faisait un peu bizarre. Aussi, l'autre direction, des économistes qui allaient expliquer qu'est-ce que c'est l'épidémiologie aux décideurs politiques, ben, ça c'était un peu un problème. OK? Donc, il faut voir bien clair un peu le rôle et sur la base de quoi on donne ce conseil. Numéro 11, la rectification de fake news, de fausses nouvelles, et aussi un devoir des chercheurs. S'engager là-dessus, c'est important parce qu'on fait partie de la communauté scientifique et s'engager, s'il y a des choses qui ne sont pas correctes, on s'engage là-dessus pour les expliquer. Alors, il faut réfléchir encore, et je reviens à l'un des leçons que j'ai déjà dit, savoir comment communiquer, parce que si j'ai un exemple qui allait dire, vous êtes bête parce que vous ne savez pas que ce virus-là cause cette autre maladie, donc honte sur vous. Bon, d'aller à dire comme ça aux gens, c'est pas vraiment gentil. On se met dans un esprit un peu négatif parce que moi, je ne suis pas un médecin, je ne connais pas tous les virus, je ne connais pas tous les médicaments qu'il faut prendre. Donc, si quelqu'un me dit que je suis bête parce que je n'ai pas étudié la médecine, bon, ce n'est pas un bon point de départ. Voilà, donc il faut un peu réfléchir sur les modalités de la communication. Et ça, c'est important. Numéro 12, il faut examiner attentivement les questions politiques. De quoi on parle? Qu'est-ce que c'est sur l'agenda? Alors, je reviens à l'exemple de la COVID, qui c'est une chose qui a frappé vraiment tout le monde. Bon, bref, aujourd'hui, personne n'en parle. Ce n'est plus sur l'agenda. Alors, on peut dire qu'il c'est pas bien parce qu'il y a quand même les risques de nouvelles épidémies. Il faut être prêt. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'attention des décideurs politiques sur ce sujet-là, c'est très limité. Alors, chacun dans son juge comme il veut, mais il y a des autres sujets qui ont beaucoup plus d'attention. Ça ne signifie pas qu'il ne faut pas s'engager. Par exemple, il y a quelques décennies, personne ne parlait des changements climatiques, mais il y avait des chercheurs qui se sont engagés là-dessous et aujourd'hui, finalement, on parle de la crise climatique. Donc, ça, c'est important. Il y a des des chercheurs qui sont engagés, par exemple, notamment sur les questions de la biodiversité, qui ne sont pas vraiment au top des agendas, mais grâce à ces engagements, des chercheurs aussi que des autres personnes, je ne veux pas la liste complète, mais c'est aussi grâce aux chercheurs qu'il y a des questions qui s'améliorent.
Donc, qu'il y a mobilisation. Donc, mais il faut être attentif. Il faut savoir comment aborder. C'est pas si moi sur mes réseaux sociaux, j'écris quelque chose, je suis pas sûr que ça va passer grand-chose, hein. Il faut avoir un peu une stratégie et voir comment les apporter. Alors, j'avance parce que je pense aussi il y a un peu, je contrôle avec mon téléphone les timings ici, mais je pense qu'on est bien à l'heure. Numéro 13, il faut s'engager et s'impliquer sur ces activités pour acquérir des connaissances, pour apprendre à interagir avec les décideurs politiques. C'est pas facile. J'espère qu'après aujourd'hui, vous aurez l'idée un peu de la complexité, que vous ne soyez pas démotivés, mais qui vous engagez, peut-être pas tout le monde, mais certains d'entre vous, pour développer ces expertises. Dans les rapports que je vais partager, il y a toute une série de liens qui peuvent vous aider avec des ressources là-dessous. Voilà. Numéro 14, ce n'est pas possible d'agir à la même fois en tant que conseiller et activiste. Ça revient à la question du mandat et des rôles. Moi, je suis tout à fait favorable à des gens qui décident de devenir des activistes, qui s'engagent dans la vie politique. Je pense qu'en général, c'est une chose positive, mais il faut savoir que si on choisit ces rôles-là, ces mandats-là, alors on n'est plus des conseillers en politique scientifique. Voilà, ça c'est une distinction à tenir, à retenir. 15, j'arrive presque à la fin de cette image très, très riche et compliquée. Les chercheurs devraient communiquer l'incertitude aux décideurs plutôt que de l'ignorer. Sur la base de quoi vous faites vos déclarations? Alors, par exemple, je reviens à l'exemple de la crise climatique, c'est évident. Nous, ne savons pas encore comment sera la météo de l'été prochain ou de l'année prochaine. Mais nous, dans cette incertitude, nous pouvons regarder le passé. Nous pouvons regarder, par exemple, dans un domaine différent, si un volcan a donné certains signes avant d'une explosion, d'une éruption. Bon, ces signes pourront nous aider à faire une prédiction, mais on ne sait pas vraiment quand un volcan va faire son éruption. Et s'il y a cette incertitude, il faut le dire, il ne faut pas la cacher. Donc, on revient à la transparence. Alors, la dernière, ce n'est pas la dernière par importance, il faut connaître les différentes étapes du cycle des décideurs politiques. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les systèmes de l'Union européenne, mais l'Union européenne a un système de décision de son budget sur la base de 7 ans. Donc, on décide un budget pour 7 ans et ce budget-là est fixe. OK? Alors, maintenant, nous, on a commencé dans plusieurs domaines à discuter les budgets de 7 ans qui, à partir de 2027, sera le budget de l'Union européenne. Et une fois, donc c'est maintenant qu'on peut contribuer à la discussion du budget. Une fois que ce budget est adopté, la discussion s'est bloquée pendant 7 ans. On ne peut pas les changer pendant 7 ans. Donc, il faut intervenir maintenant. Alors, ça, c'est le type, c'est un exemple d'un cycle politique, mais il y en a plusieurs. Et donc, je reviens au point, il faut connaître les cycles politiques pour pouvoir contribuer. Voilà, alors j'arrive, je sais que j'ai un peu inondé, une inondation d'informations qui sera à élaborer. J'espère que vous n'êtes pas trop bouleversés. Vous trouverez ici les liens au rapport que j'ai mentionné. Vous retrouverez tout ce que j'ai dit dans ces 3 rapports qui sont disponibles gratuitement sur notre site Internet. Ce sont des rapports en anglais parce que nous travaillons pour la plupart, presque uniquement en anglais. Mais maintenant, je m'arrête et j'espère qu'on pourra avoir un peu de discussion parce que je suis plutôt intéressé à savoir quelles sont vos opinions, vos questions et
voilà un peu vos impressions.